On va essayer de vous donner un aperçu du Ghana qui va au-delà des clichés habituels avec des faits surprenants et un voyage au cœur de la culture ghanéenne. Oui. Accrochez-vous, ça promet d'être fascinant. Absolument. On va décortiquer tout ça et puis on va en extraire le plus intéressant pour vous. Ok, alors on commence par une phrase amusante qu'on a retrouvée dans nos sources. D'accord. Le Ghana, c'est un peu l'Afrique pour les débutants. Oui, C'est un peu simpliste, vous ne trouvez pas? oui, c'est un peu réducteur. Ouais. Le Ghana a une histoire et une culture riche et complexe. C'est peut-être une façon de dire que le Ghana est une destination accessible. Hmm, Pour les voyageurs, le pays est stable, relativement sûr, et l'anglais y est largement parlé. exact. D'ailleurs, question géographie, notre source compare la taille du Ghana à celle d'un océan. Ah oui. Pas vraiment. On est plutôt sur la taille de la Roumanie. Oui. C'est pas si petit que ça finalement. Effectivement, le Ghana est situé en Afrique de l'Ouest. Le long du golfe de Guinée, il est bordé par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Togo. Hmm. Petite anecdote géographique. Le Ghana est l'un des rares pays traversés par le méridien d'origine, celui qui passe par Greenwich en Angleterre. Ah, intéressant. Et on parle aussi de capitale au nom assez unique. Wapotamal. Oui. Et bien sûr, Accra la capitale, qu'il faut bien prononcer Accra, pas Accra. Tout à fait. Sans oublier les deux principaux aéroports, Kotoka à Accra et Kumasi à l'intérieur des terres. Hmm. Kumasi est la capitale de la région Ashanti, une région historiquement très importante au Ghana, on y reviendra un peu plus tard. Parlons justement de ces fameuses régions. Notre source mentionne les Moldagbani au nord, les Akan et Ashanti à l'ouest, au centre et au sud. Oui. Et les Ezi et Gadong au sud-est, y compris à Accra. Ce qui est important à retenir ici, c'est la diversité ethnique du Ghana. Ces groupes ont chacun leur propre langue, leur tradition et leur histoire. Par exemple, la région Ashanti, parfois appelée Ashantiland, a joué un rôle majeur dans l'histoire du Ghana, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. Et on arrive à une contradiction qui m'intrigue. Le Ghana est une république constitutionnelle, mais il a aussi techniquement un roi. Oui, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le roi Asantene Nana Otumfu Osetututis, Ouf. bien qu'il n'ait pas de rôle officiel au sein du gouvernement, exerce une grande influence sur la société ghanéenne, en particulier dans la région Ashanti. Mhm. Il réside au palais de Mania à Kumasi, la capitale de la région. Donc en gros, on a une structure politique moderne, mais avec une dimension royale traditionnelle toujours bien présente. C'est fascinant de voir comment ces deux systèmes cohabitent. Exactement. Et c'est une des particularités du Ghana. Ce n'est pas un modèle politique qu'on retrouve partout. Notre source mentionne ensuite plusieurs sites remarquables du Ghana. Côté historique, on a le château de Mina, le plus ancien bâtiment européen en Afrique subsaharienne, construit en 1482. Et le château de Cape Coast, deux sites malheureusement liés à la traite négrière. C'est une période sombre de l'histoire ghanéenne qu'il est important de ne pas oublier. Ces châteaux sont aujourd'hui des musées qui témoignent de cette période douloureuse. On a aussi le mausolée de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana, Oui. qui a mené le pays à l'indépendance. Il y a une statue en bronze de Nkrumah au mausolée à ne pas confondre avec une autre statue qui a été vandalisée lors d'un coup d'État. Un rappel que l'histoire politique du Ghana n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. En effet, le pays a connu des périodes d'instabilité, mais il est aujourd'hui considéré comme un modèle de démocratie en Afrique. Passons maintenant aux sites plus culturels et modernes. D'accord. Notre source mentionne l'Independence Arch, le Chofort, le Kakum Canopy Walk pour les amateurs de sensations fortes, Oui. le sanctuaire de Tengzun pour le côté spirituel, et tenez-vous bien, Agbogloshi, la plus grande décharge électronique du monde. Agbogloshi est un endroit à la fois fascinant et tragique. C'est un symbole des dérives de la consommation et du recyclage à l'échelle mondiale. On y trouve des montagnes de déchets électroniques venus du monde entier. C'est assez effrayant en fait, on se rend compte de l'impact de nos modes de consommation. Et puis on a le marché de Kejetia à Kumasi, le plus grand d'Afrique. Et accrochez-vous, le Ghana Science and Technology Center, qui possède un centre spatial. Oui. Qui aurait cru que le Ghana avait un programme spatial? C'est un signe des ambitions du Ghana en matière de science et de technologie. Le pays investit massivement dans la recherche et le développement. Et le centre spatial en est un exemple frappant. Passons maintenant aux merveilles naturelles du Ghana. Oui. Notre source affirme que le pays a accidentellement battu un record du monde. De quoi s'agit-il? Il s'agit du lac Volta, le plus grand lac artificiel au monde. Ah oui? Il a été créé par la construction du barrage d'Akosombo, qui a inondé une vaste zone. Le lac Volta occupe environ 4% du territoire ghanais. C'est énorme. C'est impressionnant. Mais il y a forcément un revers à la médaille, non? Effectivement, la création du lac Volta a entraîné le déplacement de milliers de personnes et d'animaux. C'est un exemple des dilemmes auxquels sont confrontés les pays en développement. Hmm. Comment concilier progrès économique et impact environnemental? C'est une question qui se pose avec acuité au Ghana.
Notre source mentionne les 4 principales zones géographiques du Ghana. La plaine côtière, la région Ashanti, le bassin de la Volta, Oui. et les plaines du nord, le sud est plus humide, le nord plus sec, avec parfois des vents d'harmattan qui soufflent du Sahara. C'est un vent sec et poussiéreux qui peut être assez désagréable. Oui, cette diversité géographique est importante à souligner. Le Ghana offre une variété de paysages, des forêts tropicales luxuriantes aux savanes arides. Et bien sûr, impossible de parler du Ghana sans mentionner le parc national de Mole, la plus grande réserve naturelle du pays. On y trouve des éléphants, des hippopotames, des babouins, des crocodiles, Mhm. et l'animal national du Ghana, l'aigle royal. Le parc national de Mole est un joyau de la biodiversité africaine. C'est une destination incontournable pour les amateurs de safari et d'observation de la faune. Notre source fait ensuite une remarque amusante. Mol tamal, on dirait des mots espagnols. Est-ce que les Espagnols ont eu une influence sur le Ghana? Non, pas vraiment. Contrairement à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, le Ghana n'a pas été colonisé par l'Espagne. D'accord. Mais c'est vrai que ces noms ont une consonance hispanique, une simple coïncidence linguistique en somme. Parlons maintenant de l'économie ghanéenne. Oui. Notre source nous apprend que le Ghana est le 2e producteur mondial de cacao après la Côte d'Ivoire, avis aux amateurs de chocolat. Cadbury importe 90% de son cacao du Ghana. Le cacao est l'une des principales sources de revenus du Ghana. Le pays joue un rôle crucial dans l'industrie chocolatière mondiale, mais le Ghana ne se contente pas de ses richesses minières. Il s'efforce de diversifier son économie en développant d'autres secteurs comme l'industrie manufacturière, l'électronique et les technologies. Et ce n'est pas tout. Le Ghana est aussi le 2e producteur d'or d'Afrique, après l'Afrique du Sud, d'où le surnom de Gold Coast que les Britanniques donnaient au Ghana pendant la période coloniale. Et depuis 2007, le Ghana est également devenu un producteur de pétrole. Oui, la découverte de pétrole a été un tournant pour l'économie ghanéenne. Le pays a connu une forte croissance économique ces dernières années, mais cela soulève aussi des questions importantes sur la gestion des ressources naturelles et la répartition des richesses. D'autant plus que le Ghana a des taux de chômage les plus bas d'Afrique, entre 6 et 8%, c'est impressionnant. Oui. Notre source mentionne même la marque de voiture ghanéenne Kantanka. Ah oui. Le Ghana serait-il en train de devenir un pays constructeur automobile? C'est un objectif ambitieux, mais le Ghana a la volonté de développer son industrie automobile. La marque Kantanka est un symbole de cette ambition. Reste à voir si le Ghana parviendra à s'imposer sur le marché automobile mondial qui est très concurrentiel. Avant de passer à la suite, parlons des autres merveilles naturelles du Ghana. On a les plages de Suswa et de Kokrobit pour les amateurs de détente, Oui. les étangs crocodiles de Paga. Où l'on peut apparemment s'asseoir sur des crocodiles paresseux. Attention, tout de même, il vaut mieux être prudent. Oui, on ne tentera pas l'expérience. On a ensuite le sanctuaire de singes de Boabeng-Fima, les chutes d'eau de Wiley et de Kintampo, le lac Bosuntui, Umbrella Rock et bien sûr les croisières sur le lac Volta. Le Ghana offre une variété d'attractions naturelles pour tous les goûts, que vous soyez amateur de plages de faune ou de paysages spectaculaires, vous trouverez votre bonheur au Ghana. Tout à fait d'accord. On a vraiment l'impression que le Ghana a beaucoup à offrir aux voyageurs. Mais au-delà des sites touristiques, il y a aussi toute une histoire et une culture à découvrir. Absolument. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Plongeons dans l'histoire et la culture du peuple ghanéen. Génial. Notre source souligne que le Ghana n'est pas seulement une destination touristique, mais aussi un lieu de première rencontre entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Oui, c'est vrai. On oublie souvent que le Ghana a une histoire riche et complexe qui remonte à bien avant la colonisation. Exactement. Au XVe siècle, l'explorateur portugais Fernão Gomes a établi la colonie d'Elmina, considérée comme la première colonie européenne en Afrique subsaharienne. Cela marque un tournant dans l'histoire du Ghana et de l'Afrique en général. C'est incroyable de penser que le Ghana a été le premier point de contact entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Et pourtant, le Ghana a été l'un des premiers pays d'Afrique subsaharienne à obtenir son indépendance. Oui, le Ghana a obtenu son indépendance en 1957, devenant ainsi un symbole d'espoir et de liberté pour les autres colonies africaines. Le pays a toujours été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique. Notre source mentionne que le Ghana a connu une transition démocratique pacifique en 2001, ce qui est assez rare en Afrique. C'est vraiment encourageant de voir un pays africain réussir sa transition vers la démocratie. Absolument. Le Ghana est un exemple pour de nombreux pays africains qui aspirent à la stabilité politique et à la bonne gouvernance, mais ce serait une simplification excessive de dire que le chemin du Ghana vers la démocratie a été sans heurts. Les années qui ont suivi l'indépendance ont été marquées par des coups d'État et des instabilités. Ce qui est remarquable, c'est la résilience du peuple ghanais et sa détermination à bâtir une société démocratique. C'est un point important, la démocratie est un processus continu qui demande des efforts constants. Parlons maintenant de la population ghanéenne. Notre source nous apprend que le Ghana compte environ 27 millions d'habitants répartis en plus de 70 tribus et parlant plus de 200 dialectes.
C'est une incroyable diversité culturelle. Le Ghana est un véritable melting pot de cultures et de langues. Cette diversité est une richesse, mais elle peut aussi représenter un défi pour l'unité nationale. Notre source mentionne 5 principaux groupes ethniques. Les Ashanti ou Akan, qui représentent environ la moitié de la population, les Dagbani et les Mole, environ 17%, les Aofoi, environ 14%, et d'autres groupes comme les Adand-Blégoma, les Gwan et les Baza. Il y a aussi environ 2% de non-africains et de blancs. C'est intéressant de voir la composition ethnique du Ghana. La présence de non-africains et de blancs témoigne de l'histoire du pays et de son ouverture sur le monde. Et cela soulève une question. Comment cette diversité ethnique se traduit-elle dans la vie quotidienne des Ghanéens? Bonne question. Eh bien, le Ghana est une société multiculturelle où les différentes ethnies cohabitent généralement de manière pacifique. Bien sûr, il existe des tensions et des rivalités historiques, mais le gouvernement s'efforce de promouvoir l'unité nationale et la cohésion sociale, par exemple l'éducation, est un outil important pour sensibiliser les jeunes à la diversité culturelle du pays. C'est une approche intéressante. Notre source nous donne ensuite quelques informations pratiques sur le Ghana. On utilise des prises de courant de type G et D, on conduit à droite, et la monnaie et le cedi qui signifie coquille de Cori, car ces coquilles étaient autrefois utilisées comme monnaie. C'est fascinant de voir comment l'histoire se reflète dans la langue et la culture. Le sedi est un symbole fort de l'identité ghanéenne. Il rappelle le passé du pays et son lien avec le commerce ancien. Parlons maintenant de la religion au Ghana. Notre source nous indique que la majorité de la population, environ 75%, est chrétienne, principalement protestante et pentecôtiste. Environ 15% de la population est musulmane et le reste adhère aux croyances et religions traditionnelles. On a donc une société majoritairement chrétienne, mais avec une présence significative de l'islam et des religions traditionnelles. Oui, c'est une configuration religieuse assez typique de l'Afrique de l'Ouest. Le Ghana est un pays où cohabitent différentes religions dans un esprit de tolérance et de respect mutuel. Bien sûr, il y a des défis à relever pour maintenir cette harmonie interreligieuse. Par exemple, la montée de l'extrémisme religieux dans la région est une source de préoccupation. Oui, c'est une menace qui pèse sur de nombreux pays africains. Comment le Ghana fait-il face à ce défi? Le gouvernement ghanéen a mis en place des initiatives pour promouvoir le dialogue interreligieux et lutter contre l'extrémisme. Les chefs religieux jouent également un rôle important en prêchant la tolérance et la paix. Jusqu'à présent, le Ghana a réussi à éviter les violences interreligieuses à grande échelle qui ont touché d'autres pays de la région. Mais il est important de rester vigilant et de continuer à promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle. Absolument. La paix et la stabilité reposent sur le respect de la diversité religieuse. Notre source souligne ensuite la diversité linguistique du Ghana. Bien que l'anglais soit la langue officielle héritée de la colonisation britannique, il existe plus de 200 dialectes parlés dans le pays. C'est un véritable défi pour la communication et l'unité nationale. Imaginez la complexité de gérer un pays où autant de langues sont parlées. La langue autochtone la plus parlée est le Twi, ou différents dialectes du Twi, principalement par les Eliakan et les Ashanti. On dit qu'il est mutuellement intelligible avec le Fante et le Brong. Est-ce qu'on peut comparer cela au dialecte de la langue française? La comparaison avec les dialectes français est intéressante, mais elle est un peu simpliste. La situation linguistique au Ghana est bien plus complexe. Le Twi, le Fante et le Brong sont des langues d'apparenté. Mais elles ont chacune leur propre histoire et leur propre évolution. Il ne s'agit pas simplement de variations régionales d'une même langue de plus. Il existe des dizaines d'autres langues au Ghana qui n'ont aucun lien avec le Twi. C'est fascinant de voir comment le paysage linguistique du Ghana reflète sa diversité culturelle. Notre source mentionne également le Ga parlé dans le sud-est et originaire du Nigeria, le Rou, une langue plus répandue au Togo, et le Dagbani et le Mole parlé dans le nord et apparenté à la langue mosée du Burkina Faso. On voit ici l'influence des pays voisins sur la diversité linguistique du Ghana. Les frontières géographiques ne coïncident pas toujours avec les frontières linguistiques et culturelles. Par exemple, le Ga est parlé à la fois au Ghana et au Nigeria, témoignant des liens historiques et culturels entre les deux pays. C'est un bon rappel que les cultures ne sont pas statiques. Elles évoluent et s'influencent mutuellement. Notre source nous rappelle ensuite que la culture ghanéenne ne se résume pas aux Ashanti. Bien qu'ils soient le groupe dominant, par exemple, les Djokete dans l'est du pays sont réputés pour leur talent de percussionnistes et de danseurs. Ils sont aussi à l'origine du vaudou. Le vaudou, souvent mal compris et diabolisé, est une religion complexe et riche qui a ses racines en Afrique de l'Ouest pour les Yoki. Le vaudou est une part intégrante de leur identité culturelle. Il ne s'agit pas simplement d'une religion, mais d'une vision du monde qui englobe la spiritualité, la médecine traditionnelle et les arts. C'est intéressant de voir comment le vaudou est perçu différemment selon les cultures. On a souvent une vision déformée de cette religion. Les Dagomba du Nord, quant à eux, ont une culture plus influencée par l'islam,
Notre source mentionne le roi Yakubutu, qui a été tué en 2002, et dont la succession est toujours contestée. Apparemment, il avait plus de 30 femmes et 100 enfants. On voit ici la complexité des structures traditionnelles de pouvoir au Ghana. La succession royale peut être une source de conflits et de rivalité. Dans le cas des Dagomba, la mort du roi Yakubutu a ouvert une crise de succession qui n'est toujours pas résolue. Cela montre que la tradition et la modernité coexistent au Ghana, parfois de manière harmonieuse, parfois de manière conflictuelle. Ça rappelle que le Ghana est une société en constante évolution. Et les Gadong d'Accra et du Sud-Est sont réputés pour leur talent de boxeur. Ils sont aussi connus pour leur cercueil fantaisie, une tradition unique au Ghana. Ces cercueils souvent colorés et extravagants sont conçus pour représenter la profession ou la passion du défunt. C'est une façon originale et touchante de célébrer la vie de ceux qui nous quittent. Qu'on perçoit bien là l'importance accordée à la célébration de la vie même dans la mort. Et bien sûr, on ne peut pas parler du Ghana sans mentionner les Ashanti, qui ont joué un rôle dominant dans l'histoire. Et le développement du pays, notre ressource nous apprend qu'il croit descendre des anciens Abyssins qui ont été repoussés vers le sud par les Égyptiens. Les Ashanti ont une histoire riche et fière. Ils ont été des acteurs majeurs de la traite négrière, mais aussi des résistants farouches à la colonisation britannique. Ils ont mené 4 guerres contre les Britanniques avant de céder cela, témoignent de leur force et de leur détermination. Les Ashanti sont aussi connus pour leur magnifique tissu kante et bien sûr leur famille royale. Les Ashanti sont un symbole fort de l'identité ghanéenne. Leur culture et leur histoire continuent d'influencer le Ghana d'aujourd'hui. Par exemple, le symbole de l'oiseau Sankofa qui regarde en arrière tout en avançant est une représentation de l'importance de tirer des leçons du passé pour construire l'avenir. C'était un concept qui est profondément ancré dans la culture Ashanti. C'est une belle image. On a vraiment l'impression que les Ghanéens sont un peuple qui valorise son histoire et ses traditions tout en étant tourné vers l'avenir. Notre source nous donne ensuite quelques exemples de coutumes ghanéennes. Par exemple, il ne faut jamais utiliser sa main gauche pour offrir un cadeau pointé du doigt ou serrer la main de quelqu'un car elle est considérée comme impure. Cette coutume est répandue dans de nombreux pays d'Afrique. Elle est liée à des croyances anciennes sur la pureté et l'impureté. De nombreux enfants sont nommés d'après le jour de la semaine où ils sont nés. Par exemple, un garçon né le samedi s'appellera Kwame et une fille née le samedi s'appellera Ama. C'est une tradition charmante qui reflète l'importance accordée au jour de la semaine dans la culture ghanéenne. Chaque jour a sa propre signification et sa propre énergie, et le nom donné à l'enfant est censé influencer son destin. C'est fascinant. Le dimanche est le jour de l'église. Et beaucoup de gens s'habillent élégamment pour l'occasion. Si vous voulez attirer l'attention de quelqu'un, il suffit de siffler. Et pour une raison inconnue, les Ghanéens n'utilisent pas beaucoup de parapluies lorsqu'il pleut. Ce sont des détails amusants qui illustrent la singularité de la culture ghanéenne. Chaque pays a ses propres codes et ses propres bizarreries. Oui, et c'est ce qui rend le voyage si enrichissant. On découvre de nouvelles façons de voir le monde. Notre source mentionne ensuite quelques personnalités ghanéennes célèbres comme Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana. Il y a Asantewaa, une reine-mère qui a mené une rébellion contre les Britanniques. Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies, de nombreux footballeurs. Et Idriss Elba. Idriss Elba, l'acteur britannique. Oui, sa mère était ghanéenne. On peut dire que le Ghana a produit des personnalités exceptionnelles dans différents domaines. Le Ghana a une influence culturelle qui dépasse ses frontières. Le pays a contribué au monde dans les domaines de la politique, de la diplomatie, du sport et du cinéma. C'est impressionnant. Pour finir, parlant des amis du Ghana, notre source nous apprend que le Ghana entretient des liens étroits avec ses voisins comme le Togo, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. C'est logique étant donné la proximité géographique et les liens historiques entre ces pays. On a vu par exemple que le ga est parlé à la fois au Ghana et au Nigeria. Il y a aussi des liens culturels forts entre le Ghana et le Togo, notamment à travers la culture Guémé. Le Ghana a aussi des liens forts avec le Royaume-Uni, son ancienne puissance coloniale qui abrite la plus grande communauté ghanéenne à l'étranger. Les États-Unis ont aussi des liens étroits avec le Ghana, en particulier la côte est où vivent de nombreuses communautés ghanéennes. On voit ici l'impact de la colonisation et des migrations sur les relations internationales du Ghana. Mais le meilleur ami du Ghana, c'est le Nigeria. C'est surprenant car les deux pays ont une rivalité acharnée dans de nombreux domaines comme la musique et le football. C'est une relation complexe faite d'amour et de haine. Le Ghana et le Nigeria sont deux géants de l'Afrique de l'Ouest et leur rivalité est inévitable, mais ils partagent aussi une histoire commune et une profonde amitié. C'est un peu comme la relation entre la France et l'Allemagne, une rivalité historique qui a laissé place à une coopération étroite. C'est une bonne comparaison. Et la Sierra Leone. La Sierra Leone est comme une petite amie mignonne mais dramatique pour le Ghana selon notre source, une relation tumultueuse mais durable.
C'est une image amusante. On voit que le Ghana a une place importante sur la scène internationale et que ses relations avec les autres pays sont riches et complexes. On arrive à la fin de notre exploration du Ghana. Et je dois dire que je suis impressionné par la richesse de ce pays. C'est bien plus qu'une simple Afrique pour débutants, comme le disait notre source au début. Je suis d'accord, le Ghana est un pays fascinant avec une histoire complexe, une culture vibrante et un potentiel énorme. Il a su préserver ses traditions tout en s'ouvrant à la modernité. Notre source conclut en disant que le Ghana est l'un des rares pays d'Afrique subsaharienne à être sorti des ténèbres, à avoir conservé ses cultures régionales et à avoir stabilisé son économie tout en gardant une touche de charme royal africain. C'est une belle formule qui résume bien l'esprit du Ghana. Le pays a traversé des périodes difficiles, mais il a toujours su rebondir. Et aller de l'avant, c'est un pays qui a beaucoup offert au monde et qui mérite d'être découvert. Tout à fait. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette exploration du Ghana? Quel aspect de la culture ghanéenne vous intrigue le plus? Est-ce l'histoire des Ashanti, la tradition des cercueils fantasy, la diversité linguistique ou peut-être la beauté naturelle du parc national de Molo? Personnellement, je suis fascinée par cette cohabitation entre modernité et tradition au Ghana. Le pays a su intégrer les nouvelles technologies et les idées nouvelles tout en préservant son héritage culturel. On le voit avec le programme spatial, le développement de l'industrie automobile, tout en gardant des traditions ancestrales comme les cercueils fantasy ou le système de chefferie. Oui, c'est vraiment un mélange unique. On sent que le Ghana est un pays en mouvement qui se construit un avenir prometteur tout en restant ancré dans ses racines. Exactement, et c'est ce qui rend le Ghana si intéressant à observer. C'est un pays qui, à la fois tourné vers le passé et vers l'avenir, un pays qui cherche sa propre voie entre tradition et modernité. Et peut-être qu'en observant le Ghana, on peut en apprendre un peu plus sur nous-mêmes et sur notre propre rapport au monde. Tout à fait, chaque culture, chaque pays a quelque chose à nous apprendre. Et le Ghana, avec sa richesse et sa complexité, est une véritable source d'inspiration. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration du Ghana. J'espère que vous avez apprécié le voyage et que vous avez appris autant de choses que nous. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine exploration.